Bonjour, chers étudiants. Heureux de vous retrouver, mais cette fois-ci sur la plateforme, pour les cours en ligne. La pandémie oblige. Donc, voilà. Je pense que nous allons reprendre l'exécution de ce cours-là, cette fois-ci en ligne. Et en principe, rien ne changera. Nous allons tous nous y mettre. Chacun doit mouiller le maillot, chacun doit s'efforcer pour pouvoir être en conformité avec les conditions que ces cours en ligne exigent. C'est la régularité, la promptitude, mais aussi l'écoute et ensuite l'exploitation des documents qui sont envoyés et aussi les exercices qui sont envoyés, il faut les faire. C'est très important. Voilà. Donc, après cette petite précision, nous allons faire un petit rappel pour la continuité du cours. Un petit rappel. Dans le début du cours du droit des transports, nous avions à l'époque ciblé quelques thèmes préalables qu'il faut maîtriser. D'ailleurs, c'était intitulé « Notions et concepts à maîtriser pour une bonne compréhension du cours ». Ces notions et concepts que nous avions étudiés, c'était d'abord les acteurs qui intervenaient qui interviennent dans le domaine du transport. Parmi ces acteurs qui interviennent dans le domaine du transport, nous avons le transporteur, nous avons le conducteur d'engin de transport, nous avons, n'est-ce pas, les usagers. Ces notions ont été étudiées et nous avons essayé à l'époque de déterminer le contenu de ces concepts et de ces notions. Nous allons y revenir, mais de manière passagère, parce que c'était des notions qui ont été étudiées, n'est-ce pas, lors des cours effectués en présentiel. Ces cours qui sont effectués en présentiel nous ont permis d'étudier des notions de transporteurs, de conducteurs d'engins de transport, d'usagers. Et rapidement, nous avions dit que le transporteur, c'est la personne physique ou morale propriétaire de l'engin de transport. Nous avons le conducteur d'engin qui est un employé du transporteur agissant au nom et pour le compte du transporteur. Nous avons les usagers, n'est-ce pas, qui nouent des relations directes avec le transporteur à travers les contrats de transport, quel que soit le mode de transport concerné. Donc, ces notions de transporteur, de conducteur d'engin de transport et d'usager, il faut les maîtriser. Entre ces acteurs, il y a aussi des relations entre ces trois acteurs. Les relations entre le transporteur et le conducteur d'engin sont qualifiées de contrat de travail. Les relations entre le transporteur et les usagers sont qualifiées de contrat de transport. Et il y a des relations entre conducteurs d'engins de transport et usagers. Ces relations entre conducteurs d'engins de transport et usagers ne peuvent pas être qualifiées ni de contrat de transport, ni de contrat de travail. Il n'y a pas en réalité de contrat à proprement parler entre les conducteurs d'engins de transport et les usagers. Il y a simplement entre ces deux acteurs-là ce qu'on appelle les consignes concernant les règles de sécurité et d'hygiène qui sont données par le conducteur d'engin et que les usagers doivent respecter. Mais en réalité, entre ces deux-là, il n'y a pas un contrat. Nous avions aussi au passage étudié le concept de COCC, Code des obligations civiles et commerciales, le concept de OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, nous avons fait un tour sur ces différents concepts
sur ces différentes notions et je pense que c'était bon de les maîtriser au préalable avant d'entrer dans le cours du sujet lui-même. Alors, en entrant dans le cours du sujet lui-même, peut-être il faut aussi cibler deux domaines, deux éléments que nous avons aussi étudiés en présentiel. Il y a un élément important, c'est la raison d'être du droit des transports. Nous avons dit que la raison d'être du droit des transports, c'est de protéger l'usager, qui est considéré comme étant la partie faible dans les négociations et la signature des contrats de transport. Et comment le droit des transports a protégé l'usager? C'est trop simple. Le droit des transports a mis sur la tête du transporteur une obligation très lourde qu'on appelle obligation de résultat. Et dès que cette obligation de résultat est violée par le transporteur, la responsabilité du transporteur est automatiquement engagée. Maintenant, on a vu que cette obligation de résultat du transporteur est basée sur une présomption de culpabilité qu'on appelle présomption légale simple de culpabilité. La particularité de cette présomption, c'est que lorsque le transporteur a violé son obligation de résultat, automatiquement sa responsabilité est engagée, mais devant le tribunal, avant qu'on le condamne, on va lui donner parole pour qu'il puisse se défendre, parce que sa culpabilité est une culpabilité simple. S'il parvient à expliquer que malgré la violation de l'obligation de résultat, l'événement malheureux n'est pas dû à sa faute, on va écarter sa responsabilité. Par contre, s'il ne parvient pas à prouver, on va confirmer sa présomption de culpabilité et on va le condamner. Mais pour ce qui concerne la porte de sortie du transporteur, c'est-à-dire quand on lui donne la parole pour pouvoir échapper à sa responsabilité, la loi du transport lui a ouvert une porte, n'est-ce pas? Lui a ouvert une porte. Ce sont les causes d'extension de responsabilité que nous avons aussi étudiées au passage. Il y a un autre thème qui a été tout le temps et toujours étudié, c'est le champ d'application du droit des transports. Ce champ d'application du droit des transports aussi, nous l'avons distingué à deux niveaux, du point de vue des modes de transport et du point de vue de la nature du transport. Et du point de vue des modes de transport, il y a deux modes de transport qui font partie du champ d'application du droit des transports. Là, nous avons précisé, n'est-ce pas, dès le début du cours. Les deux modes qui sont contenus dans le champ d'application du droit des transports, c'est le transport terrestre et le transport aérien. Le transport terrestre, nous l'avons dit, est divisé à son tour en trois modes de transport. Il y a le transport routier des personnes et des marchandises, il y a le transport ferroviaire des personnes et des marchandises et le transport fluvial des personnes et des marchandises. Les trois modes-là que je viens de citer, que sont le transport routier, le transport ferroviaire et le transport fluvial, si on les réunit, ça forme un mode de transport qu'on appelle le transport terrestre. Donc, ne faites jamais la confusion entre transport terrestre et transport routier, parce que souvent, n'est-ce pas, dans le langage courant, les non-initiés dans ce secteur-là ont tendance à confondre le transport terrestre et le transport routier. Quand les gens veulent parler du transport routier, parfois ils disent transport terrestre. C'est faux. Le transport terrestre comprend le transport routier, le transport ferroviaire et le transport fluvial. Ça, c'est le champ d'application du droit des transports au niveau des modes de transport. Vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'au niveau des modes de transport, il y a un mode de transport qui ne fait pas partie du champ d'application du droit des transports, c'est le transport maritime. Et là aussi, nous avons donné des explications, parce que nous avons dit que l'activité maritime a ses réalités, a ses particularités. C'est ce qui fait que on n'a pas intégré dans la réglementation des études de transport le transport maritime dans le droit des transports. Parce que la mer a ses réalités, la mer a ses particularités. Et c'est pourquoi, à cause de ces réalités et ces particularités propres à la mer, qu'on a trouvé un droit spécial pour la mer, c'est le droit maritime. Ce droit maritime, il peut être un droit maritime interne comme il peut être un droit maritime international. C'est des notions que vous avez déjà maîtrisées. Maintenant, nous pouvons donner au passage une des particularités
n'est-ce pas, ayant amené le législateur à légiférer un droit spécial pour le transport maritime. La particularité dans le domaine maritime, nous avons l'habitude de citer ce qu'on appelle la pratique des avaries communes en transport maritime. Cette pratique des avaries communes consiste de la part du capitaine de navire face à un péril imminent en mer. Ça peut être lorsque la mer est trop agitée, lorsque le navire rencontre des houles, n'est-ce pas, des montagnes d'eau en mer. Là, en ce moment-là, la loi autorise le capitaine de navire pour traverser cet obstacle-là, cette montagne d'eau, ces houles, ces vagues qui puissent entraîner des dommages au navire, des difficultés au navire. La loi permet au capitaine de navire, dans ces événements-là, de prendre à bord du navire des marchandises pour les jeter en mer afin de soulager le navire. Parce que si on ne soulage pas le navire, face à ces périls-là, le navire risque de sombrer. Et quand le navire sombre, c'est la perte de tout le monde. C'est la perte de l'armateur, c'est-à-dire le propriétaire du navire, il va perdre son engin. C'est la perte des passages, des membres de l'équipage qui sont à bord. C'est la perte de toutes les marchandises à bord. Autrement dit, la perte aussi des chargeurs. C'est la raison pour laquelle, pour éviter toutes ces pertes, n'est-ce pas, la loi du transport, dans des situations difficiles en mer, la loi du transport autorise le capitaine de navire pour sauver l'embarcation à jeter les marchandises à bord du navire. Mais vous allez voir que, en réalité, dans le navire, il y a deux places qui sont prévues pour recevoir les marchandises. Ce sont les cales et le pont. Et vous allez voir que les marchandises qui seront jetées en mer ne peuvent être que des marchandises qui sont transportées en pontée, c'est-à-dire des marchandises qui se trouvent au niveau du pont du navire. Il n'y a que ces marchandises qui peuvent être jetées. Les marchandises se trouvant dans les cales ne peuvent pas être jetées parce qu'elles sont en sécurité là-bas, parce qu'elles étant fermées. Donc, voilà, au niveau des modes de transport, je rappelle, il y a deux modes de transport dans le champ d'application. C'est le transport terrestre et le transport aérien. On a exclu du champ d'application du droit des transports, le transport maritime. On vient de donner l'explication. Le deuxième élément au niveau du champ d'application des règles du droit des transports, c'est la nature du transport. Et là, à ce niveau-là, nous avons ciblé deux natures du transport faisant partie du droit des transports. C'est le transport public régulier et le transport public à la commande. N'est-ce pas? Le transport public régulier, nous avons dit, c'est un transport dans lequel les éléments du déplacement, que sont le point de départ, l'horaire, les itinéraires, les escales et le point de destination, sont déterminés et fixés de manière unilatérale par le transporteur lui-même. Ensuite, il y a le transport public à la commande. Là, en ce moment-là, les deux parties discutent sur les éléments du déplacement jusqu'à trouver un commun accord. Donc, voilà les deux natures qui font partie du transport, du champ d'application du droit des transports. Je répète, le transport public régulier et le transport public à la commande. À ce niveau, au niveau de la nature, il y a une nature du transport qui ne fait pas partie du champ d'application du droit des transports, c'est le transport privé. Autrement dit, le transport privé, concernant la nature du transport, ne fait pas partie du champ d'application du droit des transports. Après le champ d'application du droit des transports, n'est-ce pas, nous allons envisager le vif du sujet, c'est-à-dire entrer dans l'étude du droit des transports lui-même. À ce niveau, nous avons ciblé un chapitre préliminaire qui parle des sources du droit des transports. Et quand on dit source du droit des transports, nous entendons par là l'origine des règles du droit des transports, n'est-ce pas, l'origine des règles du droit des transports prévues pour la réglementation des relations entre transporteurs et usagers. Maintenant,
Concernant ces sources du droit des transports, nous allons étudier ces sources à deux niveaux. Nous avons d'un côté les sources étatiques et de l'autre côté les sources professionnelles. Concernant les sources étatiques, comme le nom l'indique, ce sont des règles de droit qui sont conçues, élaborées et rédigées par les autorités étatiques, n'est-ce pas, d'un État ou de plusieurs États. Ces sources ou règles étatiques, n'est-ce pas, sont divisées en deux catégories, avec d'un côté les lois nationales et de l'autre côté les conventions internationales. Qu'il s'agisse de lois nationales, qu'il s'agisse de conventions internationales, nous constatons que ces deux types de règles sont rédigées par les autorités d'un État ou de plusieurs États. Si ce sont les lois nationales, elles sont réglementées, elles sont rédigées par les autorités de l'État. Si ce sont les conventions internationales, elles sont réglementées, elles sont rédigées par les autorités de plusieurs États. Donc, vous voyez que lorsqu'on dit loi nationale, c'est pour réglementer les activités de transport qui se déroulent dans le cadre d'un seul État. Quand on dit convention internationale, c'est pour réglementer les activités de transport qui se déroulent à travers plusieurs États, au moins deux. À côté de ces sources étatiques, nous avons les sources professionnelles. Donc, pour les sources professionnelles, cette fois-ci, les règles du droit du transport ne sont pas élaborées par les autorités étatiques, mais ce sont des lois, des règles qui sont élaborées par et pour les intéressés eux-mêmes. Et quand je dis les intéressés eux-mêmes, on sait qui sont les intéressés du transport, ce sont les transporteurs et ce sont les usagers. Autrement dit, avec les règles professionnelles ou les sources professionnelles, les règles du droit des transports sont élaborées par les transporteurs et par les usagers. Et ces sources professionnelles-là sont regroupées en deux. On a d'un côté les tarifs fixés en transport et on a de l'autre côté les contrats de transport. Donc, chers étudiants, pour le chapitre préliminaire là, qui porte sur les sources du droit des transports, nous allons aborder ce chapitre préliminaire en distinguant deux sections. Une première section qui va parler des sources étatiques, une seconde section qui va parler des sources professionnelles. Pour le moment, nous allons nous arrêter sur la section première, c'est-à-dire les sources étatiques, c'est-à-dire les règles du droit du transport. Dans ce cas-là, sont conçues et élaborées par les autorités d'un ou de plusieurs États. Et nous avons dit, ces règles ou sources étatiques sont d'une part les lois nationales lorsqu'il s'agit de la réglementation des activités de transport dans un État, c'est d'autre part les conventions internationales lorsqu'il s'agit de la réglementation des transports internationaux. Pour le moment, nous allons commencer par le paragraphe 1, c'est-à-dire les lois nationales, n'est-ce pas? Pour ce qui concerne les lois nationales, je l'ai dit au départ, ces lois nationales sont prévues dans chaque État. Autrement dit, chaque État qui existe au monde a ses propres lois pour réglementer les activités de transport qui se déroulent sur son territoire. Donc, d'autant plus qu'il y a plusieurs États qui existent dans le monde, au niveau des Nations Unies, environ 193 à 194 États. Donc, dans chacun de ces 194 États, existent des lois nationales. Donc, nous, en ce qui concerne ce cours-là, nous allons nous intéresser à un seul État, c'est-à-dire l'État du Sénégal concernant les lois nationales. Donc, les lois nationales qu'on va étudier en matière de transport ici, dans le cadre de ce cours, ce sont les lois nationales prévues pour la réglementation des activités de transport au Sénégal. Concernant ces lois nationales, nous allons commencer par le COCC, n'est-ce pas? Nous allons commencer par le COCC. Et nous allons voir que le premier texte de loi réglementant les activités de transport au Sénégal,
c'est la loi numéro 6670 du 13 juillet 1966 portant deuxième partie du COCC dans le livre 4 à travers les articles 639 à 668 de ce texte. N'est-ce pas? Je pense que le COCC, nous l'avons étudié, je répète encore, ça signifie le Code des obligations civiles et commerciales. Donc, à l'époque, c'était un document en vigueur au Sénégal qui comprend deux types de règles. Les règles civiles pour réglementer les activités civiles, les règles commerciales pour réglementer les activités commerciales. Mais n'oubliez pas qu'avec l'arrivée de l'OHADA, les règles commerciales qui se trouvent dans le COCC ont été transférées dans l'OHADA. Autrement dit, à l'heure actuelle, en principe, il n'y a que dans le COCC que les règles civiles. Donc, nous revenons sur cette loi 66-70 du 13 juillet 1966 du COCC. Au Sénégal, cette loi, depuis 1966, date de son adoption jusqu'en 2004, cette loi-là réglementait tout le transport terrestre au Sénégal. Tout le transport terrestre. Et j'avais dit au passage que lorsqu'on dit transport terrestre, on sous-entend transport routier de personnes et de marchandises, transport ferroviaire de personnes et de marchandises et transport fluvial de personnes et de marchandises. Donc, de 1966 à 2004, le COCC avait cette loi-là réglementé tout le transport terrestre. Mais, depuis que l'acte uniforme de l'OHADA a été adopté en 2003 et entré en vigueur en 2004, l'acte uniforme de l'OHADA, qui est une convention internationale, mais aussi qui a une vocation nationale, cet acte uniforme de l'OHADA est venu prendre dans le COCC un seul mode de transport pour le réglementer à part. Ce mode de transport que l'acte uniforme de l'OHADA est venu retirer du COCC pour le réglementer à part, c'est le transport routier de marchandises. Autrement dit, à partir de 2004, le transport routier de marchandises ne fait plus partie du COCC dans la réglementation des actes de transport au Sénégal. Ce transport routier de marchandises, depuis 2004 à nos jours, n'est-ce pas, il est réglementé par l'acte uniforme de l'OHADA à travers la loi du 22 mars 2003, entrée en vigueur en 2004. Donc, vous constatez à ce niveau-là que entre le COCC et l'OHADA, à un moment donné, il y a eu un conflit de loi dans le temps. Un conflit de loi dans le temps, c'est un conflit dans lequel deux lois se sont retrouvées à un moment donné dans un même secteur d'activité pour réglementer ce secteur d'activité-là. Concernant, n'est-ce pas, le COCC et le WADA, le secteur d'activité où les deux textes sont entrés en conflit, n'est-ce pas, ce secteur d'activité, c'est le transport routier de marchandises. Parce que si vous voyez, de 1966, n'est-ce pas, jusqu'à 2004, le transport routier a été réglementé par le COCC. De 2004 à nos jours, ce même transport routier toujours de marchandises a été réglementé par l'acte uniforme de l'OHADA, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'entre ces deux textes, il y a conflit de loi dans le temps. N'est-ce pas? Ce conflit de loi dans le temps, sa résolution passe par l'application de deux règles fondamentales. La première règle, c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. La deuxième règle, c'est l'application immédiate et automatique de la loi nouvelle à toutes les situations qui entrent dans son champ d'application dès son entrée en vigueur. Donc, il suffit d'appliquer ces deux règles fondamentales, ces deux principes de résolution des conflits de loi dans le temps pour comprendre qu'effectivement, entre le COCC et l'acte uniforme de l'OHADA, vous pouvez résoudre un cas pratique lorsque vous êtes en présence d'un conflit de loi entre ces deux textes de loi. Donc, premier texte de loi, la loi numéro 66-70 du 13 juillet 1966. Deuxième texte de loi, loi du 22 mars 2003, relative aux règles uniformes de l'OHADA, entrée en vigueur en 2004 et réglementant le transport routier de marchandises de 2004 jusqu'à nos jours. Donc,
Parmi les lois nationales en vigueur, il y a aussi application des DTS, lois de tirages spéciaux, de la Convention de Hambourg sur le transport international de marchandises, par mai 1978, n'est-ce pas, voir à ce niveau le montant des DTS, nous reviendrons sur ces notions-là. Il y a aussi, n'est-ce pas, l'application des DTS de la Convention de Varsovie aussi, sur les transports aériens internationaux. À ce niveau aussi, il faut noter que ces deux DTS-là, c'est l'État du Sénégal qui les a choisis et qui les utilise uniquement pour indemniser les victimes dans le cadre du transport interne au Sénégal. Pour les DTS de Hambourg, l'État du Sénégal les choisit et les applique pour indemniser uniquement les victimes dans le transport maritime interne au Sénégal, au niveau dans les zones maritimes de Dakar. Pour l'application des DTS de la Convention de Varsovie, l'État a choisi ces DTS et les applique uniquement pour indemniser les victimes en transport aérien interne au Sénégal. Donc, là, en ce moment-là, il faut bien éviter de dire que parmi les lois nationales au Sénégal, il y a l'application de la Convention de Hambourg. Non, la Convention de Hambourg ne s'applique pas au Sénégal parce que la Convention de Hambourg s'applique dans un transport maritime international. On dit tout simplement que dans les lois nationales, il y a application des DTS de la Convention de Hambourg, mais pas l'application de la Convention de Hambourg. C'est la même chose qu'on retient pour la Convention de Varsovie. On n'applique pas au niveau des lois nationales du Sénégal la Convention de Varsovie qui parle des transports aériens internationaux. On dira tout simplement application des DTS de la Convention de Varsovie. Donc, chers étudiants, voilà, n'est-ce pas, à côté de l'application de ces DTS, il y a aussi l'application, n'est-ce pas, de deux codes, le code de l'aviation civile, n'est-ce pas, de 2002 pour le transport aérien interne. Il y a aussi le code de la marine marchande, toujours de 2002, pour le transport maritime interne. À côté de ces règles du droit des transports, n'est-ce pas, qui sont au nombre de 6, si vous faites le décompte, il y a deux règles du droit commun applicables en transport. Ces deux règles du droit commun applicables en transport portent respectivement la première, c'est l'article 47 du COCC qui parle des conditions de fond exigées des parties dans la signature des contrats. Nous avons aussi l'article 137 du COCC qui parle de ce que l'on appelle la responsabilité du fait des choses dont on a la maîtrise. Ces deux règles sont des règles du droit commun parce que tout simplement, n'est-ce pas, le droit des transports, n'est-ce pas, n'est pas le seul droit qui fait appel à l'application de ces règles-là. Les autres droits aussi, toujours, font appel à l'application de ces règles-là. C'est pourquoi on les appelle règles du droit commun. C'est les règles que l'on voit appliquées dans tous les domaines de la vie, pas uniquement en transport, mais aussi dans les autres domaines des activités courantes de la vie. Par exemple, dans le domaine commercial, dans le domaine du travail, donc autrement dit dans tous les domaines. Si vous prenez l'article 47 du COCC, les conditions que la loi exige pour signer un contrat sont au nombre de 4. Première condition, un consentement libre des parties. Deuxième condition, une capacité juridique des parties. Troisième condition, un objet licite du contrat. Quatrième condition, une cause licite du contrat. Donc si vous regardez ces 4 conditions, il n'y a pas un seul secteur d'activité où on doit signer un contrat et qu'on n'applique pas l'article 47. Donc, on applique l'article 45 dans la signature de tous les contrats. Donc, c'est pourquoi on l'appelle règle du droit commun. L'article 137 aussi, c'est la responsabilité du fait de la chose dont on a la maîtrise. Voilà aussi une disposition, un texte de loi qu'on applique dans tous les domaines de la vie. Nous reviendrons, n'est-ce pas, sur ces 4 pratiques-là concernant l'article 47
et l'article 137 du COCC. Chers étudiants, merci de votre attention. Nous aurons l'occasion d'échanger sur cet enregistrement-là. Ainsi, au cours de cet enregistrement, s'il y a des concepts, des notions, des parties qui ne sont pas bien maîtrisées, nous allons procéder à un échange en visioconférence et on va pouvoir décortiquer le contenu de toutes les notions obscures à votre niveau. Merci de votre attention. Ignace, je vous attends. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au niveau du campus. Ok, merci. Mais vous n'avez pas vu Ignace là, mais il a disparu ou quoi? Ignace, tu ne l'as pas vu, il a disparu. Haramadem Zit, je l'appelle mais je ne parle pas. Haramadem Zit. Oui, je vois. Haramadem Zit. Ok. Merci.
Ignace. Des expulsions pour certaines frères.
Je t'assure, c'est un problème de 24 heures, 48 heures, mais seulement je ne peux pas dire que pour demain je vais être là. C'est ça mon problème. Mais je suis sûr et certain que, je suis sûr et voilà. J'ai compris tout ça. J'ai compris. C'est-à-dire, c'est vrai que vous pensez que souvent on est des mais on a, chaque fois qu'on a donné au même moment. On n'a pas donné le montant différent. J'ai compris, non, un mois par rapport à vos progrès et par rapport aux délais. Nous, si c'est nous, aujourd'hui, c'est vrai que, d'accord, voilà, nous, je sais que moi, je préfère que moi, je suis plus mal à l'aise dans cette situation. Peut-être vous allez me dire que c'est compliqué par ça. Mais, moi, c'est moi qui ai intérêt à ne pas avoir des amis. Voilà. Inch'Allah. Ça monte. Et j'ai même dit à l'ami, qu'on a des dossiers à l'instant, si c'est sorti. On n'aura même pas un seul centime d'années. Moi, je dis Inch'Allah. Non, j'ai dit, on a des dossiers. Ces dossiers-là, dont je parle, n'a rien à voir avec le dossier dont je parle. Le dossier que je parle, c'est un gros nom. J'ai dit, il n'y a même pas un seul centime. Voilà. Non, ça, je vous dis, il n'y a aucun problème. Peut-être que comme ça, j'espère que c'est moi-même qui vous attend. J'espère. Voilà. Merci. Non, c'est bon, j'avais appris que je n'ai pas eu mais il est là, c'est bon. Donc, c'est jamais le truc là, demain, 17 h. Ah, c'est bon, merci. Elias. J'ai compris, mais sinon, moi, je le fais à la maison. Voilà. Moi, j'ai deux races, mais je m'appelle avec la Harma de PIB. L'autre, elle m'a dit de faire un autre, mais beaucoup de monde est venu par ça. Harma de PIB. Non, ça c'était le truc que j'avais fait. Ouais, tout peut fermer. Que j'avais fait avec les. Allez voir, document compté. 3. Droit international privé, compte 5. Non, c'est pas ça. Droit international privé, compte 5. Tu appelles le contentieux? Non, ça y est là, puis là, voilà, compte.
Parce qu'il y a deux coûts de véhicule, c'est différent. daa mel ni sa enregistre toujours de Bii enregistrement bi du ko